Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui, je vous présente une entrevue vraiment spéciale pour moi parce que j'ai eu l'honneur d'interviewer Guylaine Lanctot, qui est une ancienne médecin qui a écrit La mafia médicale. Donc, vous comprendrez qu'avec le titre La mafia médicale, ça a vraiment retenu mon attention parce que je me dis, une ancienne médecin qui a décidé de sortir du système, qui proclame que le système, en fait, est une mafia. C'est sûr qu'avec la situation actuelle du COVID, j'ai commencé à me poser plusieurs questions par rapport aux autorités. Le but de l'entrevue, c'est pas nécessairement de prendre un côté ou l'autre, mais de répondre à des questions auxquelles je me posais depuis longtemps. Et j'imagine que vous aussi, vous vous en êtes peut-être posé durant toute cette pandémie. Guy Langto même fait de la prison par le passé pour avoir refusé de payer ses taxes et ses impôts parce que, bon, évidemment, l'argent ne s'en va pas nécessairement aux bonnes places. Puis donc, je vous conseille à 100% le livre La mafia médicale qui a tellement changé mon système de croyance sur beaucoup de choses. Et à partir de ce moment-là, ben, je pense que ce livre-là a fait naître en moi le pourquoi. Pourquoi j'ai envie de créer quelque chose de différent, un système différent. Pourquoi j'ai envie de créer une communauté de gens qui sont plus axés sur la spiritualité. Bref, cette entrevue est tellement intéressante. Je vous conseille de l'écouter. Je vous conseille de l'écouter jusqu'à la toute fin parce qu'elle nous propose des solutions, des idées sur c'est quoi la première étape pour sortir du système. Je ne savais même pas que ça se faisait. Je ne savais pas que ça se faisait de ne plus dépendre du gouvernement. Mais oui, c'est seulement que j'y avais jamais réellement pensé. Et là, d'avoir l'opinion d'une femme qui a carrément baigné dans le système. Tu sais, elle a été médecin durant plus de 20 ans, elle a travaillé aux États-Unis, elle a eu des cliniques et elle a décidé de rester intègre à la vérité de son âme, à qui elle était et aux valeurs en quoi elle croyait. Donc, voilà, je vous souhaite une bonne entrevue. Restez jusqu'à la fin. Et sinon, je vous envoie plein d'amour. Premièrement, j'aimerais ça commencer en parlant du système de santé parce que, veux pas, vous avez été plongé là-dedans pendant plusieurs années, donc vous avez quand même eu une très belle aperçu de ce qui se passait behind the scenes, que c'est pas tout le monde qui a cette version-là des faits ou cet aperçu. Puis, j'aimerais ça simplement savoir, pour un citoyen, monsieur, madame, tout le monde, le système, vous avez un peu comparé ça à une pieuvre, en fait. Puis souvent, dans votre livre, La médecine médicale, La mafia médicale, vous avez comparé le système à une pieuvre. Et souvent, on perçoit seulement un tentacule. Donc, on perçoit seulement une version des choses. Mais au final, la pieuvre ramène toujours tout à elle-même. Donc, si on étend ça au système actuel, c'est qu'on perçoit seulement une illusion, une petite bulle des choses, puis on voit pas ce qui se passe en haut. Puis j'aimerais qu'on démystifie un peu le système, comment c'est fait en fait. Donc, vous, au travers de votre carrière, comment vous avez réalisé ce qui se passait vraiment en haut, en fait? Euh, ouais, ça a été quoi les étapes, le cheminement où vous avez réalisé, OK, il y a un big boss en haut, puis c'est à lui que profite le système plus qu'à nous-mêmes? Bien. J'aime beaucoup que tu reviennes à l'analogie de la pieuvre. C'est la même que la pieuvre qui effectivement, on voit sûrement une ventouse, souvent pas la tentacule, juste une ventouse. On se fait prendre et on se fait ramener à la bouche pour se faire manger tout rond. Alors, qui est là en haut? C'est Et ça. les médecins ne sont que des tentacules qui amènent, qui ramassent les gens et qui les amènent sans même le savoir, qui les ramènent à la tête, qui bouffe, qui nous bouffe. Alors, qui est à la tête, qui nous bouffe? C'est l'industrie. C'est l'industrie pharmaceutique qui est une industrie de mort. C'est une industrie qui profite de la maladie. Si on est en bonne santé, c'est pas bon. C'est pas difficile à comprendre. C'est simple, c'est pas difficile à comprendre. Alors, oui, et les médecins ne sont pas conscients. Ils ne se posent pas de questions, hein, faut quand même dire ça. Ils ne se posent pas de questions.
il y a un décalage dans le son. Est-ce que c'est Ah, non, moi, je vous entends de mon côté. parfait? OK, d'accord. On va continuer alors. OK. Si jamais vous avez un problème, dites-moi là, puis on peut interrompre un petit moment. Non, c'est bon, c'est que j'entendais un décalage. S'il n'y en a pas pour toi, c'est bon. OK. OK, parfait. Alors, le médecin ne se pose pas de questions. On a appris des dogmes comme médecin. C'est comme ça c'est ça, ça tu fais ça, et tu es une superstar avec une arrogance. Il y a une arrogance, on nous inculque une autosuffisance, une arrogance et des dogmes. Alors, le médecin, bon, ben, il fait ce qu'on lui a appris. Et les études sont très longues, sont fastidieuses, c'est harcelant. On n'a pas le temps de penser pendant qu'on fait les études, c'est sûr. Et après, on est très occupé, on travaille fort. Et puis souvent, ils sont endettés, les jeunes sont endettés. Il faut qu'ils travaillent fort, payer la maison, l'hypothèque, les dettes, etc., etc. Et donc, on n'a pas le temps de se poser des questions et on continue de faire fonctionner une machine monstrueuse qui est faite pour nous rendre malades et pour nous tuer. C'est tout. C'est un parcours pour aller au cimetière, mais toute la vie, la survie dans laquelle nous sommes, nous conduit au cimetière. On finit par mourir. Alors, travailler, souffrir, vieillir et mourir, on fait ça. Quelques-uns et quelques-unes se posent des questions. Est-ce que ça a du sens? Il y en a qui se flinguent parce qu'ils ne trouvent pas de sens. Je ne peux pas les blâmer. Je peux pas j'encourage pas non plus, soyons clairs, j'encourage pas. Mais oui, il y en a pas de solution dans ce monde-là. Exact. Il Puis, est temps qu'on change de monde. exactement. Et c'est pas de changer le monde, c'est de nous changer, de prendre conscience que nous sommes les créatrices et les créateurs de ce monde. Et donc, ce monde, nous le créons à notre image et à notre ressemblance. Eh bien, à l'intérieur, oui, il y a une dualité. C'est la guerre à l'intérieur de nous entre notre âme, notre âme qui on est réellement, et notre ego qui, lui, veut assurer notre survie en attendant de mourir. Alors, il y a deux directions, et c'est pour ça qu'on se sent très tiraillé. Il y a une direction qui nous amène vers l'immortalité, ce qu'on est, on a toujours été, on sera toujours, et il y a l'autre direction à l'intérieur de nous qui nous amène vers la mort, et un point où on trouve ça normal. On trouve ça normal. Et ce qui est arrivé quand tu me demandes comment ça s'est passé, quand j'ai, par exemple, pour les impôts, j'ai pas décidé de ne pas payer les impôts. J'étais contente je gagnais bien ma vie, j'étais contente de payer beaucoup d'impôts. Je croyais que ça allait au bien de la société, de la collectivité. Bon, quand j'ai appris que les impôts allaient directement 100% dans les poches des banquiers mondiaux, je me suis dit, ben, je ne peux pas collaborer en mon âme et conscience, je ne peux pas collaborer avec cela. Alors, j'ai arrêté de produire, même pas de payer, j'ai arrêté de produire des rapports d'impôts. Et puis là, j'ai appris que c'était la citoyenne qui devait produire. Oui, mais j'ai dit, ben non, moi je vais sortir de la citoyenneté. Alors, c'est comme ça que tranquillement, j'ai arrêté de collaborer avec les banques, j'ai fermé le compte de banque, arrêté les cartes de crédit, payé en espèces seulement. Vois-tu, ça a été progressif, mais par conscience, par conscience. Alors, comment je me suis aperçue de ça dans le système médical? Moi, j'ai eu plusieurs cliniques et donc j'ai été amenée à voir, à faire affaire, à découvrir le système financier de la médecine, euh, euh, organisation, etc., etc. Bon. Et ça m'a amené à voir comment ça marchait. À part ça, j'ai habité les États-Unis 6 ans, j'ai eu là des cliniques.
Et aux États-Unis, c'est ouvert. Hein, c'est ouvert. C'est un business. Un point, c'est tout. Le patient n'a aucun espace. C'est un client à exploiter au maximum. Et, et c'est et, et c'est pareil ici, mais on le dit pas. Si on cache ça, Plus on caché. fait ça, oui, qu'on Oui. est des saints, qu'on veut le bien du patient. Non, non, c'est le compte de banque, c'est l'argent qui apporte, c'est ça qui compte. Les médecins se font acheter, mais acheter de façon, j'ai pas de mots pour décrire De ça. quelle façon les médecins, c'est parce que là, on dit que l'industrie au top. Donc, l'industrie finance le gouvernement, l'industrie finance en fait tout le restant des choses. Puis là, les médecins, c'est qu'ils se font former, de ce que j'ai compris en m'informant un petit peu, par l'industrie au final. Tu sais, je veux dire, les industries pharmaceutiques achètent un peu, les médecins, à travers des formations, financent leurs propres recherches pour les médicaments, l'avancée de la santé. Est-ce que comment ça fonctionne un petit peu à ce niveau-là? À quel point l'industrie est impliquée dans l'influence des médecins, si je peux dire, le point de vue des médecins? Parce qu'on entend toujours un seul point de vue, en tout cas dans les médias plus mainstream. Puis je me demandais comment ça fonctionnait avec les médecins, l'éducation. Qu'est-ce que vous apprenez exactement? Alors, c'est ça que j'ai fait dans la mafia médicale. Je me suis posé la question que tu me poses. Qui a l'autorité suprême de ce système? Parce que je voyais que le système était malade et ma démarche est partie de cela. Le système est malade, tout le monde est mécontent. Il doit bien y avoir quelqu'un qui est content parce que sinon, ça n'irait pas, ça marcherait pas. Alors, c'est là que j'ai découvert 5 joueurs. Il y a 5 joueurs importants et que j'ai appelé ça de la mafia. Je leur ai donné des noms mafieux parce qu'on comprend plus facilement. La mafia italienne, tu as un nom italien, toi, je crois. Bon. Alors, mais on comprend plus facilement. On a vu le fameux film Le Parrain, etc. Bon. Oui. Alors, ce que l'on voit à l'extérieur, c'est Donna Governa, le gouvernement qui contrôle la santé, par exemple. Mais Donna Governa, elle a un patron à qui obéit. Parce qu'important, la femme du parrain, hein, Donna Governa, elle obéit à qui? Elle obéit au parrain, ben oui, Don Industrio. L'industrie, c'est l'argent qui mène le monde, on le sait. Mais Ouais. l'argent mène le gouvernement. Et à quoi sert le gouvernement? Le gouvernement, ensemble, ils font 3 beaux enfants. Ils ont 3 beaux enfants. Le collège relève de l'Office des professions, qui est du gouvernement. Hein? Le collège, donc, est un des enfants de Donna Governa. Les galops, c'est le collège. Il y a l'autre, Insurantio, c'est l'assurance maladie, qui est contrôlée par le gouvernement. Et le troisième, c'est associaux, syndicaux, c'est-à-dire ce qu'on appelle les associations médicales qui sont censées voir aux intérêts des médecins. Elles relèvent aussi du gouvernement. Alors, c'est le gouvernement qui contrôle tout, c'est un monopole complet sur la santé. Il contrôle les subsides, oui, l'argent qu'il donne, il contrôle les universités, il contrôle l'éducation. Le gouvernement a pris des monopoles sur tout, notamment dans les années 70, et ça, moi, je l'ai vécu, de 60 à 70. Le gouvernement, avant, c'était la religion qui contrôlait l'éducation et les hôpitaux et la santé. Et du jour au lendemain, en 10 ans, ils ont bazardé ça et c'est passé entre les mains du gouvernement. Et le gouvernement est contrôlé par qui? Est contrôlé par l'argent. Alors, c'est comme ça que ça se passe. Et quand on fait, par exemple, on entend des choses magnifiques comme des projets publics-privés. Alors, c'est le public qui paye, puis le privé qui empoche. C'est tout. S'il y a des profits, ils vont au privé.
et toutes les dépenses vont au public. Alors, c'est camouflé dans un un partenariat. C'est Exactement. Puis, hypocritement mensonger, on oublie tellement facilement la tête de la pieuvre. Tu sais, on est vraiment dans la petite perception qu'on a, les citoyens, les patients, même les praticiens, comme vous dites, les praticiens aussi, les médecins parfois sont rendus aveugles ou pas. Tu sais, je veux pas partir une guerre contre les médecins parce que je pense sincèrement qu'ils partent d'une bonne intention, mais c'est qu'à un moment donné, on oublie en haut ce qui se passe. Puis c'est comme si la question du bon sens, comme vous dites dans votre livre, ne se pose plus. Tu sais, c'est vraiment rendu une question de business, d'argent. Euh, Puis je me demande seulement, parce que, of course, que comment je pourrais expliquer ça, toutes les recherches qui sont faites avec les médecins, les vaccins, oui, il va y avoir une partie de la société qui peut bénéficier, ça peut aider, mais j'ai l'impression que vous, c'est que vous abordez le problème d'un autre niveau de conscience. Tu sais, il y a la fameuse citation, on ne peut pas régler un problème avec le même niveau de conscience. Et c'est ce que vous avez fait dans votre pratique. Vous avez monté en conscience et regardé le problème d'une façon plus élevée. C'est vraiment la lumière que je veux mettre là-dessus, c'est que c'est pas nécessairement que ces gens-là ont tort ou raison, c'est que on doit aborder le problème d'un niveau de conscience plus grand que la dépendance aux médicaments qui, de toute façon, on le voit, rend de plus en plus les gens dépendants, en dépression. Mais on va parler un petit peu des solutions plus tard. Juste avant, j'ai vraiment envie d'en apprendre plus sur votre vie. C'est quand que vous vous êtes dit, OK, il y a réellement quelque chose qui cloche et ça a été quoi l'élément déclencheur qui a fait, je peux plus endurer ça. Et là, vous vous appelez maintenant Dies, Guy, mais avant, dans l'ancienne personne citoyenne, c'était Guylaine. C'est à quel moment où Guylaine s'est dit, oh mon Dieu, sachant tout ce que je sais, je ne peux pas supporter ce système-là, je dois parler, je vais écrire un livre. alors, on remonte au début des années 90. Hein? La mafia médicale est sortie, publiée en 94. Mais déjà en 90, je suis revenue des États-Unis. J'ai habité 6 ans aux États-Unis et je suis rentrée au Canada en 90 et j'avais compris le fonctionnement du système. Mais d'où me venait, qu'est-ce qui se passait dans ma tête à ce moment-là? Puis c'est à ce moment-là, je pense, auquel tu fais référence. Je me suis dit, et moi, j'ai mis 25 ans, 20 ans, 20 ans ou 25 ans à comprendre le système. Je suis dedans en tant que médecin et aussi en tant que femme d'affaires. J'ai les deux côtés. Ça m'a mis 25 ans pour comprendre. Comment veux-tu que madame, tout le monde, monsieur, tout le monde comprenne le système? Alors, j'ai dit, je vais l'expliquer. Je vais expliquer comment ça fonctionne. Et c'est pas une guerre, hein. La mafia, c'est une mafia. Et c'est pas de discréditer que de dire une mafia. Une mafia, c'est une mafia. Et c'est d'appeler les choses par leur nom, la vérité. Et c'est là que ça m'a dit, écoute, tu peux pas ne pas le dire, tu peux pas ne pas le faire. Et c'était tellement fort, je savais très bien que je perdrais tout. J'ai tout perdu. Je savais d'avance, hein, c'était pas une surprise. Mais c'était tellement fort en moi, et c'est ça, l'âme qui pousse, hein, l'âme qui pousse pour. Et écoute, j'avais pas le choix. J'avais tellement c'était fort. C'est un peu, je compare ça à l'accouchement. Je sais pas si tu as accouché, mais en tout cas, moi, j'ai accouché. Je me souviens, au premier accouchement, le médecin m'a demandé, est-ce que ça pousse? J'ai dit, oui, oui, ça pousse, oui, oui. À un moment donné, j'ai dit, oh, ça pousse! Ah, là, ça poussait. Bon, ben, c'est un petit peu pareil. La conscience, elle pousse un petit peu, mais à un moment donné, elle pousse tellement fort. Oui, et si on continue de résister, on tombe malade, on se déglingue, on se paye un accident, on se donne, on se crée ce qu'il nous faut pour le faire. Alors, c'était tellement fort que la question se posait pas. Et je savais très, très bien quelles étaient les conséquences. Je savais que je perdais tout. Je perdais mon droit de pratique, je perdais mes revenus, je perdais tout.
j'étais face à rien. Moi, je savais rien faire d'autre qu'être médecin. Alors, je perdais tout. Mais j'avais pas le choix. Et on a le choix, parce que moi, quand on me dit j'ai pas le choix, non, non, tu as le choix. J'avais le choix, mais ça poussait tellement fort que je l'ai fait. J'ai donc pas de mérite. Des fois, on me dit, tu as été courageuse. Non, non, ça m'aurait demandé beaucoup plus de courage pour ne pas le faire. Et je vois des gens qui souvent continuent à faire leur boulot, à faire quelque chose qui leur déplaît, sont malheureux. Ça prend du courage pour continuer. Et je n'avais pas ce courage-là. Je n'avais pas le courage d'aller à l'encontre de ma conscience. Alors, c'est comme ça. Donc, j'ai écrit le livre pour le peuple, pas pour les spécialistes. Quand j'ai trouvé qui était l'autorité suprême, c'est le malade. C'est le malade qui a le pouvoir. Alors, parce que j'ai fait tous les niveaux, moi, je cherchais qui va guérir le système médical. Et donc, j'ai passé en revue tous les niveaux, je me suis adressée à tous les niveaux du système médical, du corps médical, et je voyais personne. Et bien, je me suis dit, attends, s'il y a un corps, il faut qu'il y ait une âme. Je me suis dit, mais quelle est l'âme médicale? J'ai jamais entendu parler de l'âme médicale. Or, l'âme, c'est l'essence, la raison d'être. Et finalement, c'est qui l'essence? Ben, c'est le malade. S'il n'y a pas de malade, il n'y a pas de système. Alors, c'est évident. Alors donc, j'ai vu que le malade, c'est le malade qui a le pouvoir. Mais le malade donne son pouvoir. Il a cédé son pouvoir décisionnel au médecin, qui lui relève du gouvernement, on l'a vu tout à l'heure, et de l'industrie, et il a cédé son pouvoir financier, il l'a cédé aux assurances, assurance maladie, assurance privée et autres. Donc le malade s'est dépossédé. Il a cédé son pouvoir. Et la solution, c'est que le malade reprenne son pouvoir et que le malade réalise que c'est lui qui a le vrai pouvoir. Et de là, je me suis dit, ben, si c'est bon pour le système, c'est bon pour moi. C'est donc mon âme qui a le pouvoir et non pas mon corps. Et de là, je me suis dit, bon, on va s'occuper de l'âme et de la conscience en santé. C'est ça qui est déterminant. C'est pas de s'occuper du corps, c'est de s'occuper de l'âme. Et de là, c'était évident pour moi. La solution étant donc que la souveraineté, l'âme est souveraine, c'est elle qui est toute puissante. La souveraineté individuelle de l'âme. Voilà. Oui, puis je pense qu'en ce moment, on est confronté à ce dilemme-là d'éthique versus l'âme versus le système. Puis c'est incroyable comment votre livre, La mafia médicale, je le lisais, on aurait dit que c'était d'actualité en 2020 plus que jamais. Tout ce que vous écriviez en 1994, c'est exactement ce que l'on vit présentement. Puis, tu sais, on peut comparer ça. Vous dites souvent que la médecine scientifique essaie de guérir un symptôme, mais c'est exactement ce qu'on vit présentement, selon moi, dans la société. C'est un symptôme de quelque chose de plus profond dans notre âme qui ne fonctionne pas. Et encore là, on essaie de seulement éliminer le symptôme sans vraiment s'adresser à la cause de tout ce qui se passe dans la société, pourquoi on est rendu là. Donc, moi, c'est vraiment ce qui a fait en sorte que j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à vos entrevues, à vos livres, parce que jusqu'à avant, je m'étais sincèrement jamais vraiment posé la question. Un peu, oui, mais pas tant que ça jusqu'à temps que le gouvernement nous coupe tout. En fait, tu sais, présentement, on est imposé de vivre d'une façon, donc c'est ça qui a amené en moi c'est un cadeau mal emballé, mais un beau cadeau qui nous pousse à nous poser des questions, à nous éveiller. Puis j'aimerais juste savoir, en fait, vous avez étudié la médecine traditionnelle, mais est-ce que vous avez étudié aussi d'autres formes de médecine qui sont plus naturelles? Dans votre livre, on peut lire que vous avez énormément voyagé. C'est où ou à partir de quel moment vous avez commencé à réaliser l'existence de l'âme? Vous avez commencé à connecter à l'énergie invisible? Parce que souvent en médecine traditionnelle, c'est comme si on pensait que ben, l'âme n'existait pas, les énergies n'existaient pas. Est-ce que vous avez eu cette transition-là d'un mode de pensée où il n'y a que matière
à ah non, finalement, l'énergie existe, la spiritualité, comme il y a quelque chose de plus grand que moi qui existe. Pour répondre à ta question, je vais faire une précision tout de suite en commençant. OK, oui. L'âme, l'âme et les émotions, c'est pas pareil, hein? Non, c'est vrai. Alors, donc les émotions, la pensée, les émotions, heu, font partie du corps, de même que le corps physique. Le corps physique se voit, mais on a 2 autres corps qui sont le corps émotionnel, vital ou émotionnel, qui donne l'énergie, hein, c'est le corps de l'énergie et ensuite, il y a le corps mental qui est le corps des pensées. Bon, ça, c'est le corps. Il y a l'âme. L'âme, c'est la première manifestation de l'esprit dans la matière. Alors, je précise, l'esprit, quand je parle de l'esprit, c'est l'esprit créateur de l'univers. Il n'y en a qu'un. Il n'y a qu'une vibration créatrice de tout l'univers, de tout, pas seulement de nous en tant qu'êtres humains, mais de tout l'univers. Et ça, c'est l'esprit. Quand l'esprit s'incarne, hein, c'est-à-dire qu'il se dépose décide de manifester de la matière, on va le dire autrement, ça s'appelle l'âme. Donc l'âme, c'est l'esprit en nous, dans la matière. C'est l'esprit en nous. Et ça, l'âme, elle est parfaite. Elle n'est pas malade, l'âme. Mais le corps, qu'est-ce qui fait que le corps est malade? Le, le corps aussi est toujours l'esprit, mais avec des manifestations plus, plus lourdes dans l'énergie. Hein, parce qu'il fait que, par exemple, on voit le corps physique parce qu'il vibre moins vite. Quand ça vibre très vite, comme un oiseau-mouche, on ne voit pas les ailes. Hein? Alors, c'est donc une question de vibration, tout est vibratoire. Et donc, la vibration, l'âme, elle est parfaite. C'est l'esprit créateur de l'univers en nous. Et le problème, et le seul problème à la base de tout, c'est qu'on nous a appris que cet esprit créateur, on l'a appelé Dieu, puis on lui a dit, il est en dehors. On nous a dit, il est en dehors. Il est en dehors, c'est un homme barbu, est amour infini, mais, si tu n'obéis pas aux lois de ses représentants, tu vas en enfer. Et pas un week-end, pour l'éternité. Tu sais, il n'y a pas besoin d'être philosophe ou psychologue ou quoi que ce soit pour voir qu'il y a un truc qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Et ça a été merveilleux. Les religions ont toutes fait ça, quelles qu'elles soient. Elles font encore tout ça, de garder la séparation entre l'esprit créateur, ils mettent en dehors, alors qu'il est ici. La séparation entre l'esprit et la matière qui est nos 3 corps que j'ai énumérés tout à l'heure. Donc, le problème, c'est la séparation. On est séparés. On est séparés de l'autorité. On a peur de l'autorité extérieure. Et plus que ça, ils nous ont fait croire que pour connaître le paradis, il fallait mourir. Attends, moi, quand je dis moi, je parle en tant qu'individu. Je suis l'esprit créateur de l'univers, et c'est en moi, c'est ce que je suis. Ben, moi, je suis immortel. Alors, mais il faut que je meure pour connaître le paradis. Se pourrait-il qu'on puisse créer le paradis sur Terre sans mourir? Ah, voilà le grand défi. Exact. Puis je crois qu'on est à l'apogée d'une création d'un paradis sur Terre. Puis j'avais entendu quelqu'un récemment dire le paradis, il est là. C'est juste qu'on ne veut pas le percevoir. C'est à nous de choisir de le percevoir ou non. Puis, tu sais, c'est quelque chose des fois qui est difficile à expliquer parce que la médecine plus traditionnelle, scientifique, ben, c'est comme si ça prend des diplômes puis des études puis pour prouver notre point, alors que quand on revient à notre vérité, on n'a plus besoin de rien prouver. Puis en fait, on n'a pas envie, comme vous dites, c'est qu'on n'a plus envie de se battre contre le système pour le changer, pour l'améliorer, parce qu'il va tout le temps rester le même. Au final, le système bénéficie, ben, a pour but de faire un peu plus d'argent.
Ah oui, c'est ça, je me demandais pour vous, est-ce que ça a toujours été comme ça, la connexion à votre âme, ou il y a eu un moment dans votre vie où vous avez reconnecté à ce pouvoir-là? Alors, j'ai été élevée, moi, dans la religion catholique. J'ai été élevée chez des religieuses et mais avec le Dieu extérieur. Toutes les religions, le Dieu est extérieur, hein? Le créateur de l'univers est en dehors. Et donc, séparation. J'ai connu la confesse obligatoire une fois par semaine. Tout ça, là, hein, bon, j'ai connu ça. Et jusqu'à ce que moi, je suis née rebelle. Oui, je suis née rebelle, mais en quête du, du vrai pouvoir. Je cherche toujours, j'étais toujours en conflit avec les autorités. Et quand j'avais à peu près 12 ans, je crois, là, moi, je comprenais pas qu'il fallait que les femmes portent un chapeau, quelque chose sur la tête, puis les hommes pas. Moi, là, ça allait pas. Alors, moi, je me présentais à l'église sans, et puis aussi aujourd'hui avec les masques, c'est exactement la même chose qu'on vit, hein. Alors, je me présentais à l'église sans chapeau, la tête découverte. Et là, le curé m'appelait à la maison pour me dire que c'était pas bien et qu'il fallait que j'arrête ça. Non, il Parce que fallait les femmes devaient porter un chapeau? Absolument. absolument se couvrir la tête, au moins une mantille, mais avoir la tête couverte, oui. Alors, j'ai dit non. Il m'a dit, bah, je vais te refuser la communion. Ben, j'ai dit, parfait, mais je ne porterai pas. Alors, il m'a refusé la communion. J'ai vécu, Ah mais je ouais? n'étais pas vieille, j'avais 12, 13 ans. Puis Wow. là, j'ai dit, bon, il y a un truc qui cloche, ça va pas. Hein, ça va pas. Alors, j'ai arrêté. J'ai tout arrêté. J'ai arrêté de pratiquer, de croire en tout ça. Et c'est quand j'ai écrit La Mafia médicale que je suis revenue et Hmm. j'ai été élevée dans la médecine athée, hein, il n'y avait pas de choses. Euh, pour répondre à ta question, j'ai commencé à m'intéresser à l'énergie au début des années 80. Là, les médecines alternatives, oui, ont commencé à ce moment-là. Il y avait la revue Châtelaine de l'époque qui était absolument avec Francine Montpetit. Je ne sais Wow. pas si elle est encore en vie, mais Francine Montpetit, Monique de Gramont pour tout ce qui était médecine, une femme merveilleuse et je demandais à Francine Montpetit, comment peux-tu produire, parce qu'il y a quand même des articles à cette époque-là, début des années 80, des articles de toute la médecine alternative. J'ai demandé à Francine, comment peux-tu produire ça? Et elle m'a dit, écoute, la revue appartient à Toronto, ils ne parlent pas un mot de français, je Ah! pas les textes, ils comprennent rien. Et comme ils comprennent rien et que ça se vend bien, ils sont contents, puis ça passe. Voilà. Alors, c'était Wow. une autre époque, c'était vraiment une autre époque. Et j'ai commencé là que j'ai commencé à m'intéresser à l'existence d'une médecine, évidemment, dont on n'a jamais, j'ai jamais entendu parler dans mes études de médecine. Et je suis allée voir, je suis allée sur place, je suis allée jusqu'en Russie, je suis allée en France, je suis allée bon, à différents endroits voir ce qui se passait. Moi, je ne l'ai jamais pratiqué. Je ne l'ai pas pratiqué parce qu'ensuite, l'étape suivante, ça a été de voir comment le système était malade, fonctionnait, comment il fonctionnait, et de dire, ben là, ça, faut que je le dise. Que je dise qu'il y a autre chose parce que j'avais découvert qu'il y avait autre chose. J'avais découvert que les vaccins, évidemment, le photo rose des vaccins, mais comme le reste, que le cancer, il y avait des traitements, que les vaccins, c'était pas nécessaire, ça n'avait aucun fondement, que les cancers, ça, et puis que le sida n'était pas contagieux. Alors ça c'était les trois gros trucs. J'ai dit, wow, les trois gros mensonges. Ouais. Alors j'ai dit, faut le dire, il faut que je le dise. Alors et c'est en cherchant la solution. Parce que moi, j'arrive jamais avec un problème sans la solution. Ça sert à rien de mettre des problèmes sur la table si on n'a pas de solution, parce qu'il y a toujours une solution et la solution précède toujours le problème. C'est intéressant. Alors donc, j'ai cherché la solution. C'est là où j'ai cherché la solution et que j'ai découvert que le vrai pouvoir, c'était le malade qui l'avait et que le malade, donc, avait donné, c'était des parties dépouillées
de son pouvoir envers le médecin, son pouvoir et son argent avec les assurances. Alors donc le malade avait abdiqué sa souveraineté. Ah! Et donc c'était la solution qui nous rend malade. C'est la soumission du malade qui rendait le système malade. Oh! Mais j'ai dit la santé du système, c'est donc la souveraineté que le patient, le malade, reprenne son pouvoir, le pouvoir sur sa décision et son argent. Ben, c'est ça la santé. C'est ça la santé, de se souvenir de qui on est et de le devenir. Alors là, tout le reste est enchanté, c'est enchaîné. Et où est-il, ce vrai pouvoir? Qui est-il? Eh ben, c'est l'âme, c'est évident. Parce que comme c'est l'âme du système, le malade, mais pour nous, c'est bon pour nous la même chose. Le vrai pouvoir est dans notre âme, il n'est pas en dehors. Alors, c'est simple c'est très simple comme raisonnement du bon sens de base que tout le monde peut comprendre. Exactement, comme vous dites, c'est le bon sens, tout le monde peut comprendre. Il y a plusieurs ouvrages qui sont écrits, il y a plusieurs spécialistes qui ont été sur le terrain comme vous. Vous n'êtes pas la première à pas vous rebeller, mais je veux dire, à exprimer votre vérité. Ça a toujours été comme ça. N'importe qui étudie l'histoire est capable de voir que, comme vous dites, il y a une minorité de gens riches qui imposent les lois, règlements sur une majorité de gens plus pauvres. Puis, tu sais, je pense qu'on est rendu à une époque où c'est le temps de créer quelque chose d'autre. Comme vous dites, ça sert à rien de se battre contre le système. En tout cas, à mon avis aussi, je partage cette opinion avec vous, c'est que une fois qu'on prend conscience que le système est fait pour faire de l'argent, donc rendre les gens dépendants, on le voit simplement avec l'augmentation de la consommation des médicaments, puis, tu sais, des gens qui sont de plus en plus en dépression, les troubles d'attention. Maintenant, on a beaucoup de troubles d'attention. Tout le monde, c'est rendu la norme de médicamenter des jeunes. Puis, tu sais, à partir de là, je pense qu'on a simplement le choix de se dire, est-ce que je veux vivre comme ça ou est-ce que je veux vivre différemment? Puis, c'est pas de parler contre le système, c'est pas de parler contre l'industrie des médicaments, c'est simplement de se dire, il y a une autre façon qui existe. Puis ce que je trouve triste dans les médias traditionnels présentement, c'est que les gens qui sont plus vers une médecine alternative ou les personnes qui n'ont pas envie de se faire vacciner on dépeint un portrait de gens conspirationnistes, les anti-vaccins, puis ça décourage les gens de penser différemment du système. Mais là, selon votre expérience à vous, c'est quoi la première étape pour une personne en ce moment qui est en plein dans le système? Ben, en fait, une grande majorité, on fait partie du système. Puis, ça serait quoi la première étape pour en sortir? Parce qu'on ne connaît rien d'autre. C'est tout ce qu'on a connu toute notre vie. Vous l'avez fait. Vous avez arrêté de payer vos taxes. Vous avez même été en prison pour ça. Vous avez fait de la prison pour ça, hein? Oui. Fait que, tu sais, je veux dire, est-ce qu'on a la possibilité pour nous, les gens qui ont envie de créer un autre monde, de se départir de ce système? À quoi il faut s'attendre aussi si on décide de créer quelque chose d'autre? Bien, il y a plusieurs questions. Je vais Oui. commencer par d'abord, Alexandra, je suis très touchée que tu fasses le lien avec ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été une minorité qui a dominé et exploité la majorité. Donc, c'est là qu'il faut aller. Qu'est-ce que nous faisons? Nous, ce qu'on vit en ce moment, c'est seulement une intensification de ce qui a toujours été. Et donc, qu'est-ce que nous faisons, la majorité, 99, que nous faisons dominer et exploiter? Qu'est-ce qu'on fait? Et là, ce qu'on fait, on veut changer le 1%. Non. Nous, qu'est-ce qu'on va changer? Et c'est ça le gros morceau. Arrêtez de critiquer le gouvernement, arrêtez de critiquer les banquiers, arrêtez de critiquer l'industrie, arrêtez. Moi, je suis créatrice. Wow, c'est moi qui crée les systèmes. Ils sont pourris jusqu'à là, ça fait des milliers d'années que c'est pareil, que ça continue.
On veut les changer un monde meilleur. Je ne veux pas de monde meilleur. Je veux un autre monde. Je veux le paradis sur terre. Voilà. Alors, je suis contente que tu amènes ça. Ça amène justement à la solution d'aller là où ça a commencé. Qu'est-ce qui se passe? Que depuis des milliers d'années, c'est comme ça. C'est qu'on a oublié qui on était. On a oublié qui on était et on s'est assuré qu'on l'oublie. Hein? C'est pas seulement qu'on on a le cerveau en plutôt, mais on a oublié qui on était. C'est ça la racine de notre problème. Donc, d'où l'importance numéro 1 quand tu me demandes quoi faire, de se souvenir de qui on est. Alors, de réaliser que l'autorité suprême qu'on a appelé Dieu, Yahvé, Allah, tous les noms, la vie, hein, avec les yeux au ciel tout le temps. Non, non, ici, en moi, ramener ça. Oui, c'est le numéro 1 et la foi en qui on est. Et quand tu m'as demandé tout à l'heure, quand est-ce que j'ai reconnecté à la foi? J'ai reconnecté à la foi quand j'ai cherché la solution et que j'ai réalisé que la solution était dans l'âme. Ah, OK. Donc, on est ce qu'on appelait l'être divin. Nous sommes l'être divin. Wow! On veut pas. On ne veut pas. On résiste, on ne veut pas. On veut quelqu'un de plus grand que nous. Alors, que ce soit sur le plan spirituel ou sur le plan matériel. Sur le plan spirituel, c'est les religions, les spiritualités, les gourous, machin. Ou bien sur le plan matériel, c'est les gouvernements, les banquiers. On veut du monde plus grand que nous qui vont nous dire quoi faire. Alors, ben non. Alors, c'est ça, c'est de prendre conscience, de la solution. C'est fondamental, se souvenir de qui on est et avoir la foi que l'autorité suprême est à l'intérieur. Et quand je sais que l'autorité suprême est à l'intérieur et que je donne le pouvoir, non plus à mon ego extérieur, il y en a un qui s'appelle l'ego, hein, par hasard. Écoutez, c'est quand même magnifique. Il n'y a rien qui est par hasard. Notre ego extérieur, il s'appelle l'ego. Encore là, comme ça, c'est tellement drôle, on ne peut pas s'empêcher. Et c'est donc à choisir entre notre ego ou notre âme, de prendre la décision où est le vrai pouvoir. Il est dans mon âme et je fais quoi? Ben, j'obéis à mon âme. Wow! Hey, c'est un gros morceau. C'est plus de sauveur. Où est le sauveur? Qui va me sauver si ça va mal? Personne. Mais je suis l'autorité suprême. Je suis ce qu'on a appelé Dieu. Je suis la source, appelez-le comme vous voulez. Moi, je l'appelle Diès, mais c'est pareil. Je suis cela. Il y a l'autorité suprême créatrice de l'univers. Elle est en nous, à l'intérieur de tout. Et le moment est venu de s'en rappeler. C'est le moment. Ah, c'est vraiment le moment. Puis je pense que justement, avec tout ce qu'on vit, ça nous permet de réaliser que peut-être, soit on est d'accord, soit on l'est pas avec le système. Voilà. Mais on est une grande majorité à pas être en accord avec le système. Puis présentement, on n'a pas réellement le droit de s'exprimer ou c'est un peu mal vu. Puis, comme vous dites, c'est de revenir à qui l'on est. Mais je trouve que l'extérieur, parfois, est bon pour nous rappeler, pour nous faire douter. Hein? On nous fait douter de la véracité de qu'est-ce qu'on pense. Souvent, même vous, je pense qu'on vous a fait passer une évaluation médicale quand vous avez sorti votre livre La mafia médicale. Donc, même à cette époque-là, on tentait de vous faire évaluer psychiatriquement, en tout cas, évaluer, voir si vous étiez saine d'esprit. Puis, c'est ce que l'industrie tente de faire. Si on va contre le courant, on n'est pas sain d'esprit. Puis, l'appel que vous avez par rapport à votre âme, moi, elle me le crie de plus en plus. Il y a quelque chose qui veut s'exprimer, qui veut parler. Puis, mais c'est tranquillement. Je pense qu'on y arrive. Puis, je trouve que vous êtes vraiment un symbole pour moi, en tout cas, de cette lumière-là, mais de cette possibilité-là de se sortir du système parce que je pensais pas jusqu'à tout récemment que c'était possible de ne plus être dans le système.
Puis je pense à tous les activistes, les politiciens, les médecins qui se sont brûlés dans ce système-là en essayant de le changer. Puis je pense que ça vaut la peine de vraiment s'arrêter. S'arrêter complètement comme qu'est-ce que le virus présentement nous oblige à faire, mais simplement de s'informer puis d'aller voir à la racine pour Oui, éviter de tourner dans la roue comme un petit hamster à l'infini. Tu sais, oui. pourquoi je cours dans ma roue d'hamster depuis toujours? Tu sais, pour moi, Mm. c'est comme ça prend des raisons. Puis bref, juste une petite parenthèse, mais tout ça pour dire, les personnes qui décident de sortir de ce système-là, c'est drôle parce que j'avais fait un story là, un mois sur mon Instagram en disant que j'avais envie de créer une communauté indépendante, une autre communauté au Costa Rica, je l'imaginais au Costa Rica, mais ça peut être n'importe où, mais vraiment une communauté qui est pas dépendante du système, qui vit en harmonie avec la nature, qui fonctionne avec une vraie médecine de l'âme. Puis j'aurais pas besoin de me battre pour convaincre les gens que ma façon est meilleure que les autres, mais ceux qui ont envie de vivre comme ça, vivent. Parce que pour le moment, j'ai l'impression qu'il y a une injustice. C'est une façon, mais il est où le système pour les autres personnes qui ont envie de vivre en accord avec leur âme, qui ont envie de vivre avec la terre de façon écologique? Tu sais, il est où ce système-là? Puis c'est comme s'il n'existe pas encore, mais on est à l'aube de la naissance de quelque chose de nouveau. En tout cas, moi j'ai l'impression que je le perçois. Puis, est-ce que vous avez connu dans votre vie d'autres personnes qui ont fait les mêmes choix que vous, qui d'arrêter de payer leurs taxes, ou vous n'avez pas eu cette chance-là de côtoyer des personnes qui ont décidé de renier le système complètement? Je arrêter de payer les taxes, souvent les gens, le font pour des raisons d'argent, parce qu'ils veulent plus payer, ils veulent faire plus d'argent. C'est sûr on se fait tondre jusqu'à l'os, hein, bon, alors que c'est choquant de travailler, surtout quand on sait ce qui se passe avec l'argent. Mais, la démarche que j'ai faite est une démarche de sortir de la citoyenneté. Alors, parce qu'il y a les lois et c'est à ça que sert le gouvernement. Le gouvernement a 2 fonctions très, très précises. La première, c'est de collecter des taxes, hein, de collecter des taxes et la deuxième, c'est de faire des lois et de les imposer par la force. Ouais. Alors, donc et collecter les taxes, ils prennent cet argent-là pour payer des policiers et puis des tribunaux qui nous qui nous soutirent et qui nous et nous imposent leurs lois par la force. Donc, Pour financer aussi un peu l'industrie de la pharmaceutique, en fait. et tout, l'argent, gros argent, big money, ce qu'on appelle big money, c'est-à-dire les multinationales et les banquiers, hein, c'est eux qui mènent le monde. À ce niveau, en tout cas à ce niveau-ci qu'on voit. Et donc, c'est nous qui acceptons, on accepte, et c'est là où tu me demandais tout à l'heure, on commence où? On C'est ça. commence pas par se battre, c'est fini. Allez, j'ai un grand portrait, là, je l'ai pas sous la main, mais le grand portrait, il y a des moutons blancs qui sont soumis puis qui croient au gouvernement. Hein, oui, c'est ça. Qui croient au gouvernement. Ensuite, il y a des moutons noirs qui croient pas au gouvernement. Mais, comme ils Mais croient au gouvernement, hein, ils croient au virus, puis tout ça, puis bon, parfait. Il y en a d'autres qui sont plus conscients, qui voient que c'est pas vrai, qui sont informés, qui ne font pas confiance au gouvernement, et qui sont des moutons noirs. Et les moutons blancs, on fait chicaner, disputer les moutons blancs et les moutons noirs. Hein, dévier et diviser pour régner. exactement Mais ça. il y a une autre solution. La solution, c'est la jugement souveraine. La souveraineté est individuelle et intérieure. La souveraineté veut dire l'autorité suprême. Dès qu'on dit suprême, on dit qu'il n'y en a pas au-dessus. C'est donc l'autorité maximum, hein, il n'y en a pas au-dessus. Eh bien, cette autorité-là, c'est à l'intérieur de nous. C'est individuel, intérieur. Et l'intérieur de nous, c'est ce que j'appelais tout à l'heure l'âme, hein. C'est l'âme qui est cette autorité, intérieure. Donc il y en a une solution. Mais, on n'a pas appris ça et c'est nouveau. Ce qui est nouveau, c'est de commencer à dire il y a eu des êtres illuminés, il y a eu des prophètes, il y a eu des gens qui nous l'ont dit.
Mais on n'était pas prêts. Là, ça commence, hein, ça commence à venir. Mais c'est pas de créer une communauté ou de créer un autre monde, Mm. c'est de sortir du mensonge. Et tout à l'heure, tu as parlé tu as mentionné la science. Toute la science, tout ce que l'on a appris, tout ce qui est dans ce monde est mensonger à 100%. Nous vivons dans un monde de mensonges complet. Et les gens qui vont et qui évoluent le plus rapidement sont ceux qui ne sont pas allés à l'école trop longtemps. J'appelle ça aller à l'école trop longtemps. Plus tu vas à l'école, plus tu es formaté mentalement. C'est un contrôle mental. Notre prison, elle est mentale. Et on pense que ce qu'on a appris, c'est vrai et qu'il faut apprendre pour être bon, pour savoir. C'est pas vrai. On l'a. Toute l'information est à l'intérieur de nous. Alors, donc, c'est important de dire oui. Oui, la décision est cruciale. Est-ce que je veux rester, comme tu viens de poser la question, est-ce que je veux rester dans ce vieux monde-là ou bien je veux passer à autre chose? Eh bien, comment on passe à autre chose? En défaisant le vieux. Parce que le nouveau monde qui on est, il est déjà à l'intérieur de nous. C'est déjà là. Il est là, ce monde-là. Mais on ne peut pas le voir parce qu'on a un formatage mental qui fait qu'on le voit à travers un filtre de mouton. Un filtre de mouton. Or, on n'est pas des moutons. Alors, c'est le gros morceau. Et c'est vraiment de se lancer dans une aventure dont on ne connaît pas le résultat, mais on se crée un monde tellement insupportable en ce moment, on va atteindre bientôt le point de toute façon, on n'a plus rien à perdre. Exact. Au On même va titre se... que plusieurs, comme dans le passé, tu sais, les femmes qui se sont battues pour le droit de vote, qui ont été mises en prison, Jeanne d'Arc à l'époque, Galilée qui disait que la Terre n'était pas le centre de l'univers, on l'a mis en prison. Tu sais, au travers de l'histoire, on l'a vu, toutes les personnes qui ont exprimé leur vérité, qui ont été mises en prison. Donc, pourquoi en 2020, on le ferait pas? Puis comme vous dites, l'histoire se répète. Moi, c'était ça mon sentiment quand tout ça est arrivé, parce que ça fait 20 ans que j'admire mes ancêtres, que je me dis, waouh, ils ont tellement été bons, ils ont vécu la première, ben pas bons, mais je veux dire, ils ont été forts, selon moi, courageux de vivre la première guerre. La deuxième guerre, même si ça faisait aucun sens d'accepter d'aller en guerre, selon moi, mais ils ont pu accepter. Crise économique, ils ont tous vécu ça, et là, boum, 2020, ça réarrive, puis le déclic, pour moi, c'était, OK, c'est un pattern, ça, ils vont répéter à l'infini cette histoire. En 2020, c'est ça, l'histoire, c'est le virus. Selon moi, en 2300, ça va, même avant ça, mais ça va recommencer, ça va être autre chose. Parce qu'il n'y a pas si longtemps qu'on y pense, c'était la Deuxième Guerre, la crise économique. Il y a toujours eu des choses pour maintenir les gens dans ce filtre de peur. La peur, dans la peur. Tu fais ce que tu veux. C'est ça le mouton. C'est ça le mouton. Quand je dis on se prend pour des moutons, on a peur, on a oublié que le pouvoir suprême est à l'intérieur de nous. Alors, on reste dans la peur. On a peur, on se prend pour des moutons. Exact. Et c'est quoi le meilleur moyen de combattre la peur? C'est de l'affronter, de croire, de se remettre dans sa vibration d'amour et de voir que finalement c'était une illusion. Donc, tu sais, moi j'essaie toujours de me ramener à l'amour en toute décision que je dois prendre. Quelle est la décision à prendre? Est-ce que ça vient de l'amour ou la peur? Donc, le contrôle, la division des gens, ça vient de la peur. Et même si les gens sont malades, puis je me mettrai en contact avec ces gens-là, on va dire, moi, je reste dans mon amour, je tomberai malade. Je veux dire, c'est vraiment une question de se remettre dans l'amour, puis de se dire, je suis immortelle de toute façon, ou peu importe, la mort n'est qu'illusion, comme vous parlez dans votre livre. L'âme est immortelle. Est-ce que vous croyez sincèrement que l'humain, on peut, dans notre corps physique, on peut vivre immortellement ou l'âme est immortelle? Alors, l'immortalité dont je parle, c'est l'immortalité physique. L'âme immortelle, on le sait. L'âme, c'est l'esprit créateur, hein, donc qui a toujours été et qui sera toujours. Ça, c'est l'âme. Mais on est ici justement pour que notre corps manifeste ce que l'on est. Donc, que notre corps aussi soit immortel. Alors, qu'est-ce qui fait, que c'est quoi l'immortalité physique, donc du corps?
c'est un corps qui n'a plus peur de la mort, qui sait, c'est la vie sans mort, en fait. On commence à vivre quand on arrête d'avoir peur, on prend une décision, on commence à vivre et quand on n'a plus peur, ben c'est fini. Il n'y a plus de mort. Écoute, je donne l'exemple parce que c'est pas facile d'imaginer qu'on croit que la mort n'existe pas parce que c'est On a tellement ancré, c'est impensable. Mais je donne l'exemple comme le Père Noël. Je prends, puis on traite d'idiote, c'est pas grave. Hein? C'est comme le Père Noël. Je donne l'exemple parce que c'est gros. Si, quand je ne crois plus au Père Noël, je ne peux plus croire au Père Noël. C'est impossible. Alors, donc c'est la même chose pour la mort. Quand on va arrêter de croire à la mort, il n'y en aura plus de mort. Concrètement, ça veut dire quoi? Parce que les gens pensent qu'immortalité veut dire longévité. Non, non. Longévité, c'est de faire durer le corps plus longtemps. Je parle, moi, d'immortalité, c'est-à-dire que, que c'est plus la mort qui décide de ma vie. Je ne suis plus dans le bain de peur de mort. Hein. En fait, c'est la mort qui a peur de mourir. Alors, la peur, c'est toujours la peur de la mort. Et c'est pour ça que le COVID, cette peur d'émie, c'est une peur d'émie, exactement. Et que ça marche tellement, ça touche ce qu'il y a de plus vulnérable et sensible en nous, la peur de mourir. Or, nous sommes immortels, ça n'existe pas. Et on peut donc se défaire un mouton. Je dis un mouton qui n'a plus peur, ça n'est plus un mouton. Et c'est donc effectivement, c'est pas de se battre contre la peur, c'est de l'accueillir, de le voir, de l'accueillir et ensuite de la transcender. J'ai peur et je le fais quand même. Et on réalise qu'il n'y avait pas de danger. C'est ça la solution. Exact. Puis, tu sais, une des façons que, selon moi, que vous avez vaincu cette peur-là, c'est quand vous avez été en prison. Je ne sais pas si vous avez eu peur à un certain moment, parce que là, vous avez arrêté de payer vos taxes. Je ne sais plus, ça fait combien de temps? Je pense que c'était il y a 10 ans, peut-être, ou vraiment, en tout cas, peu importe. Quand vous avez arrêté de payer vos taxes, vous avez été en prison. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, oh mon Dieu, j'ai peur, je m'en vais en prison? Est-ce que vous êtes demandé, est-ce que je suis en train de perdre la tête? Parce que même moi, sincèrement, dans cet éveil, j'appelle ça un éveil spirituel, mais je me suis demandé, est-ce que je perds la tête? Parce que je suis tellement solide dans ma vérité, mais l'extérieur ne le reflète pas. Donc, ça vient à se poser la question, mon Dieu, est-ce que je suis en train de... oui, je me demandais comment vous avez vécu ça en prison. Comment c'est? Est-ce que c'est vraiment comme dans les films où les gardiens de sécurité sont super intimidants, puis les prisonniers sont méchants avec vous? Ça se passe comment si on fait la prison? Alors, d'abord, pour préciser, c'est en 95 que j'ai fait mon dernier rapport d'impôt. Okay, et wow. quand j'ai appris où allait l'argent des impôts, je me suis dit, en mon âme et conscience, c'était clair, clair. En mon âme et conscience, je ne peux pas continuer à contribuer à cela. Et j'ai arrêté de produire. Et quelques années plus tard, l'impôt a demandé que je produise. Et non. Et l'impôt est encore là. L'impôt qui doit payer l'impôt, c'est la corporation. Et je rentrerai pas dans ça, mais il y a deux personnes qui portent notre nom. Il y en a une en chair et en os, puis il y en a une qui est une corporation. C'est elle qui doit payer. Alors, de toute façon, j'avais appris ça entre-temps. Et moi, j'ai refusé, donc, j'ai refusé de produire. Et ils m'ont dit, ben, on va vous libérer, on va vous faire un procès, puis on va vous libérer en attendant sous condition. Alors, sous condition, mais il fallait à ce moment-là que les conditions, c'est qu'on ne quitte pas le pays, etc. Bon, je n'avais pas de problème avec ça, mais il fallait que je signe. Et si je signais, j'endossais la personne légale, fictive, fausse, OK, qui devait payer l'impôt. Est-ce que c'était une tactique de leur part de vous faire signer?
Ah ben, oui, parce qu'il voulait que je me présente. Moi, je disais: «C'est pas moi, je me présente pas». Mais là, Mmh. il m'a dit: «Ben oui, mais comme vous vous présentez pas, il faut être sûr que vous présentiez, alors on vous libère sous condition». Mais il fallait que je signe, tout le monde, il faut signer qu'on accepte les conditions. Mais c'est la personne légale qui doit accepter les conditions. J'ai Mmh. dit: «Ben non, ben non, 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 moi je suis pas cette personne. Non, 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 non». Alors comme j'ai refusé, il m'a dit: «Ben comme vous refusez, on va devoir vous garder en prison en attendant, pour être sûr que vous soyez présente au procès». Alors c'est comme ça que je suis allée en prison et il y avait 2 mois, 2 mois de alors en prison, pour Wow! répondre à ta question, c'est écoutez, si ça arrive, ne refusez pas cette expérience qui est extrêmement valable et il y a plus grand chose qui fait peur après ça C'est ça. et c'est pas épouvantable, on se fait pas martyriser, on se fait pas oui, il y a les portes qui claquent tout le temps, oui, c'est très autoritaire, oui, mais on le vit c'est pas bien, bien pire que ce qu'on vit en ce moment, hein. Là, on est en prison, chez nous, Mmh. avec notre consentement, alors que et puis il faut qu'on paye notre loyer puis notre nourriture, alors qu'en prison, la nourriture puis le loyer sont payés. Ben, Ah non, mon non, Dieu! c'est pas épouvantable, absolument pas. C'est impressionnant et c'est surtout encore là, l'idée qu'on nous a faite de la prison, c'est l'ultime punition. Ben oui, Et ça marche. oui. Ben non, non, et je suis pas morte, je n'ai pas trouvé ça épouvantable. J'ai écrit un livre d'ailleurs, où j'ai écrit un livre parce que je me suis dit: «Il faut pas que les gens faut qu'on arrête d'avoir peur d'aller en prison». Et donc j'ai expliqué comment ça marchait, de quoi ça avait l'air une cellule, quelle grandeur, c'est pas grand, hein? Bon, mais comment ça fonctionnait. Et donc pour que les gens puis qui on trouve en prison, comment ça se passe? Les moi j'ai appris plein de choses en prison, j'ai appris comment j'ai appris tout sur la drogue, je connais rien dans la drogue, mais tous les noms, j'ai appris tous les noms, les ci, les ça, les différentes Wow! façons Ça a été quoi sexuelles, ta plein plus de grande trucs sexuels. révélation? Oui, 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 j'ai appris plein de choses. Mais, c'est, c'est un Incroyable. autre monde, mais c'est une expérience, extraordinaire, absolument extraordinaire. Alors, faut pas avoir peur. Ça veut pas dire qu'il faut y aller, courir après, mais, ne pas arrêter d'avoir peur de la prison. Voilà. Et quand on va arrêter parce que c'est important, une chose qu'on n'arrive pas en ce moment à à penser, à imaginer, c'est un monde sans gouvernement. Mmh. Or, à partir du moment où je fais le transfert du gouvernement extérieur au gouvernement intérieur de mon âme, c'est mon âme qui devient mon gouvernement. C'est mon Mmh. gouvernement est à l'intérieur et la vérité est à l'intérieur. L'âme sait ce qu'elle est venue faire sur la terre. Jamais l'âme va me dire de tuer, de voler, d'abîmer, d'endommager, de nuire. Jamais. Pas du tout. Et quand l'âme va jamais me dire ça, donc on n'a plus besoin de loi. On n'a plus Ouais. besoin de gouvernement. On est capable, comme tu disais tout à l'heure, en communauté, on est richissime. Regarde donc, mais ça aussi, ça passe pas. Ça fait des années que je dis, nous sommes richissimes. Mais regardez-les avec leurs milliards. C'est nos milliards. Ce sont nos milliards. Nous sommes richissimes. Il n'y aura plus de concurrence. Mmh. Il y aura plus de pauvres. C'est évident. Mais Exactement, ouais. tellement conditionnés à avoir des autorités extérieures et on veut changer le gouvernement. Non, c'est pourri. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est pourri, c'est fini. Ça fait des milliers d'années qu'on répète ça, ça marche pas. Mais non, il faut penser autrement. La prison est mentale. Alors c'est vraiment la première chose, c'est de penser autrement. Et ensuite, de prendre la décision. C'est une grosse décision. C'est une grosse Énorme. décision. Oui, je quitte ce vieux monde-là. Ça veut dire que je quitte, ça veut pas dire que je quitte physiquement, mais je quitte tout ce à quoi je suis attachée. Ma réputation, mon travail, mes diplômes, ma bonne mère de famille, hein, ça a été un gros que j'ai lâché, ça m'a forcé. Le, le,
ma profession, mes études, mes capacités, mes talents, mais tout ce que j'ai appris, je quitte l'attachement l'attachement à ma maison, l'attachement à mon pays. C'est pas vrai le pays, c'est des corporations. C'est pas vrai, hein? Il n'y a rien de vrai. Tout est faux, mais tout à 100% dans ce monde dans Dans lequel c'est ça. on vit. Et c'est donc un changement mental, d'abord mental, de prendre conscience, comme tu dis, avec plein de bon sens, ça n'a jamais marché, puis on continue. Non, non, oui, arrêtons ça. Exact. Et on veut un bon gouvernement. Non, on ne veut pas un berger. Je ne suis pas le mouton, je ne veux pas de berger. Alors, c'est le mouton qui va changer. C'est pas le berger ni le loup. Le loup, c'est la multinationale, c'est l'argent, gros argent, big money. Ils ne changeront pas, ils profitent. Le gouvernement ne changera pas non plus, c'est évident. Ils profitent, ils font rien. Lequel qui produit quelque chose dans la bergerie, c'est le mouton. Pas de mouton, pas de bergerie. Alors, on n'a pas à se battre contre le gouvernement, on a juste à arrêter de le nourrir, d'y croire et de le nourrir. Exactement. Je pense que c'est vraiment la première étape de reconnecter avec notre pouvoir puis de se dire non, j'ai l'autorité suprême sur moi. Oui. Donc, à partir de ce moment-là, les gens peuvent tranquillement délaisser un petit peu un ancien système qui ne fonctionne plus. Puis moi, une de mes motivations, justement, c'est d'éviter de répéter cette histoire-là, d'éviter que d'autres générations, tu sais, je ne me verrais pas avoir un enfant qui va lui-même être victime de ce système-là. Puis si on le fait pas, il n'y a jamais personne qui va le faire parce qu'en observant l'histoire, ça a toujours été le même. Je sais pas si vous avez vu le film L'île de la Rose. L'île de la Rosa, c'était Giorgio, je pense, un homme dans les années 60 qui en avait fini du système. C'est une histoire vraie. C'est un ingénieur italien. Il avait bâti une plateforme dans la mer à un endroit qui appartenait à personne. Puis il avait décidé d'être un État indépendant. Il était tanné du système, du gouvernement. Fait que, tu sais, des histoires comme ça qu'on ne connaît pas, je crois qu'il en existe plusieurs. Puis finalement, l'histoire, comment ça se termine, malheureusement, c'est que le gouvernement italien, of course, n'a pas aimé ça. Donc, ils ont détruit la plateforme, l'île. Mais tu sais, ça fait juste naître en moi l'idée de, OK, ça fait plusieurs années que des gens comme vous, des gens essaient de se sortir de ça. Puis c'est pas quelque chose qui est, ben, ça a été facile pour vous. Ben, facile, non, j'imagine, je veux pas diminuer votre histoire, j'imagine que ça n'a pas été facile par moment parce que vous étiez en plein système qui fonctionne à l'argent. Donc, c'est sûr que d'aller à contre-courant, ça ne doit pas être toujours facile, mais au final, la vérité de votre âme l'a emporté. Puis, j'avais une question par rapport à ça. C'était, oui, ça ressemble à quoi une journée dans votre vie quotidienne maintenant que vous ne faites plus partie de ce système-là? C'est bizarre, on dirait que la limitation, même pour moi, est difficile à imaginer. Est-ce que vous fonctionnez encore avec l'argent? Est-ce que vous avez une... C'est la limitation entre système gouvernement et vivre sa vie, comme même pas... j'ai la difficulté à m'imaginer ça ressemble à quoi? Alors, il y a un contrat tacite entre le gouvernement et le citoyen. On n'est pas conscient de cela, mais on reçoit du gouvernement et on donne. On donne par les impôts, les taxes, et on reçoit de la sécurité et de la protection, soi-disant, du gouvernement. C'est un contrat. Eh bien, j'ai mis fin au contrat. J'ai arrêté de recevoir, donc j'ai renoncé à tout ce qui vient du gouvernement. Tout. Et j'ai arrêté de donner. J'ai mis fin au contrat, tout simplement. Alors, comment se passe ma vie tous les jours? Comme la tienne. Comme la tienne. Probablement tant mieux. Je mange 3 repas par jour et puis j'ai un toit sur la tête et puis je roule en voiture. Alors, ce que je veux dire, c'est que c'est tout. C'est un contrat. C'est un contrat qu'on accepte. Et à chaque fois que j'accepte l'assurance maladie, la pension, les allocations familiales, n'importe quoi, et que j'ai j'ai ce qu'ils appellent des privilèges, mais j'ai des obligations. Mais moi, j'ai dit, j'en veux plus d'obligations. J'arrête les privilèges. Tu sais, c'est comme si tu fais partie d'un club de tennis ou de n'importe quoi. Tu as des privilèges, tu as le droit d'aller, tu as le droit de jouer là, etc. Hein? Puis tu as des obligations.
Hein, tu dois quitter avant telle heure, tu dois pas te promener toute nue dans la salle, tu dois pas. J'en sais rien, mais il y a des obligations, puis tu dois payer une cotisation. Hein. Bon, mais quand tu sors, tu dis c'est fini, j'arrête mon contrat. Alors, ben, tu arrêtes de payer et de suivre leurs règles, mais tu arrêtes de recevoir les services. Mhm. Il faut être réglo. Alors, ce que les gens veulent, ils veulent arrêter de payer, mais ils veulent continuer avoir les services. Non, 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 non. Alors, Oui, c'est ça ça, qui est ça vaut pour le gouvernement et ça vaut la même chose pour la Constitution. On veut une Constitution, puis j'entends encore les gens dire ça va à l'encontre, toute la situation, la pandémie qu'on vit en ce moment, ça va à l'encontre de la Constitution. Mais qui a écrit la Constitution? Qui a décidé? Qui a décidé des limites d'un pays? Qui a décidé ça? OK? exact. Alors, ben non, c'est pas vrai. Alors, c'est des gens qui ont dit, moi, ça m'appartient et c'est des corporations. Les pays sont des corporations qui appartiennent à des individus. Alors, ben, est-ce qu'on va continuer à fonctionner là-dedans? Alors, ça aussi. Et ça, j'ai renoncé à tous les droits, donc tous les droits de constitution, puis tous les privilèges du gouvernement. Allez hop, moi, c'est fini. Mais c'est tout, le reste, je vis comme toi. Ah, et tu sais, je me dis aussi de plus en plus qu'on va aller, de plus en plus qu'il va y avoir à l'intérieur de ces gens-là qui vivent différemment des échanges de services aussi. Tu sais, je veux pas. Il y en a peut-être des médecins qui refusent, qui ne font plus partie du système, mais qui veulent aider. Donc, tout est une question d'entraide aussi. Puis même si on fonctionne plus avec le système, de plus en plus que ça va aller, je pense que on peut entre nous se donner des services ou, tu sais, je veux dire, il y a toujours des solutions. Là, c'est comme nouveau pour moi d'essayer de créer cet univers-là, mais tu sais, ça veut dire que vous pouvez plus voyager non plus. Bon, avant de répondre à ça, c'est évident ce que tu dis là, Alexandra. Tu le sens, tu le sais, et c'est vrai. Il y a des gens qui ont des besoins, il y a des gens qui ont de l'expertise. Exact. Hein? Ben oui, mais et pourquoi il faut passer par le gouvernement pour qu'on fasse affaire entre nous? Pourquoi passer par le collège, l'ordre des médecins, pourquoi il faut avoir des intermédiaires? On n'a plus besoin de gouvernement. Ça, c'est important. On n'a plus besoin de gouvernement à une condition, que ce soit notre âme et non pas notre ego qui mène notre vie. Ça, c'est important. Exact. Alors, c'est ça le gros morceau de la décision. C'est OK, c'est plus mon ego qui contrôle ma vie, c'est mon âme, puis je fais ce que mon âme me dit. J'obéis à mon âme sans attendre de résultat. Alors, ça, c'est la clé. La deuxième question que tu m'as posée, c'était, oui, alors j'ai pas de passeport, effectivement. J'ai renoncé au passeport. Et je ne sors pas, puis regarde donc, j'ai dû prévoir ce qui arrive. Il n'y a pas grand monde qui voyage avec leur passeport Non, ces temps-ci. Mais ça, indépendamment de cela, oui, ça a été une des choses, quand tu dis des choses difficiles, et c'est pas la fin du monde. Regarde en ce moment, on peut plus voyager, et ouais, puis ben, on meurt pas, hein. On meurt pas pour autant. Alors, exact. on peut Puis, même plus aller chez nos parents, on ne peut même plus aller pratiquement de l'autre côté de la rue. Non, alors là, on s'est payé parce qu'on est créatrice, il faut pas oublier. Nous créons ce système bien. et nous créons ce que nous vivons en ce moment. Et on s'est payé la totale, comme ils disent en France, hein, la totale, euh, pour prendre conscience du système, comment il fonctionne. Et on est complètement exploité d'en prendre conscience de cela. Alors, exploité et qu'on n'a pas besoin, c'est nous qui avons le pouvoir d'aller à la recherche du vrai pouvoir qui est à l'intérieur de nous, c'est notre âme. Exact. Puis, tu sais, c'est un sacrifice que vous avez fait quand même au nom de la vérité, au nom de ce que vous savez qui est bien. Tu sais, le bon sens, que vous dites que parfois, le bon sens n'est pas enseigné à l'école. On est comme sorti, on est tombé dans le mental, tout ça. Puis, autant dans l'univers des médecins que pour moi, ça a été dans l'univers des médias. On a une idée de plus on monte les échelons ou comment ça va être. Puis finalement, on se rend compte que le bon sens, il est plus vraiment là, plus on monte dans les échelons. Et je me dis,
je me dis, ça, tu sais, ça va prendre quoi pour qu'on arrête justement? Mais tu sais, c'est quelque chose qui se fait tranquillement. Je pense que c'est pas du jour au lendemain. Puis seulement la première fois que je me suis dit, ah, OK, j'aimerais ça sortir du système, ça fait peur. Parce que toute ma vie, je ne connais, c'est quand même 28 ans de programmation d'une façon. Donc là, ça prend une déprogrammation et cette déprogrammation-là, juste pour pas décourager les gens, c'est correct, ça prend du temps, mais c'est peut-être d'accepter, OK, j'ai une ouverture d'esprit et de suivre le chemin comme vous l'avez fait tranquillement, puis vous en êtes arrivé à où vous êtes aujourd'hui. J'ai une petite dernière question, parce que ça fait déjà 1h15, mais c'est tellement intéressant. Je veux savoir quand le COVID est arrivé, en ce moment, on est en pandémie mondiale, comment vous avez réagi venant d'une personne qui, depuis des années, transmet l'information? Tu sais, ça fait quand même plusieurs années que vous écrivez des livres sur le sujet, que vous dites ce qui se passe présentement. Même, je pense, en 2016, j'avais vu une de vos conférences filmées et vous parliez à l'époque, allez voir l'agenda 21. Donc, ça fait longtemps que vous parlez de ça. Je vais te répondre par un mot. Enfin. Ça fait Wow. 25 ans que je l'attends. Ça fait 25 ans que je sais. Et je suis pas prophète, je suis pas devin, je suis rien de ça. Ils le disent. C'est ouvert. La conspiration, elle est là, ouverte depuis des années, des décennies. Alors moi, ça fait, oui, ben, au moment de la mafia médicale, j'ai compris le niveau supérieur. Je l'ai appris. Je suis tombée là-dessus et c'était évident. C'est évident et c'est pas caché. C'est Non, pas caché. C'est ouvert, c'est dit depuis longtemps. J'ai dit enfin parce que je savais que ça nous prenait un grand coup de pied au derrière pour faire le grand saut, faire le grand saut et le voilà arrivé. Ben, je me réjouis et j'invite et si tu veux, bien parce que tu viens de dire que on va terminer là-dessus, j'aimerais terminer là-dessus de de pas voir de pas voir l'expérience que nous vivons en ce moment. On peut la voir de deux façons. On peut la voir comme une calamité et si on regarde dans le vieux monde avec nos yeux de mouton, c'est épouvantable. Mais si on la regarde avec les yeux de ce que j'appelle la jument souveraine, la personne qui se souvient de qui elle est, à ce moment-là, c'est un cadeau, c'est une opportunité, un cadeau évolutif. Wow! Hein, vous savez, travailler, souffrir, vieillir et mourir, de génération en génération, on finit par mourir, c'est lamentable. On fait des bébés, qu'est-ce qu'ils font le bébé? Travailler, souffrir, vieillir et mourir. Puis c'est lamentable. Puis qu'est-ce qu'ils font? Des bébés. Est-ce que j'arrête? Oui. On fait ça là depuis des milliers d'années. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Puis il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui dit ça n'a pas de sens. Il faut qu'il y ait autre chose. Ben oui, il y a autre chose. Il y a qui on est réellement. Le moment est venu, l'occasion est là, on se l'a. Allons-y, allons avec. Et aller avec, ça ne veut pas dire de changer de gouvernement. Non, 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 c'est de penser en être nouveau. En l'être nouveau, c'est une nouvelle espèce humaine qui est consciente de qui elle est et de penser en être souverain, l'autorité suprême. On est richissime, on sait tout, c'est à l'intérieur de nous. Toi, tu sais, tu n'es pas bien, puis tu sais, tu les as les réponses. C'est là, on l'a à l'intérieur de nous. Alors, plus on devient consciente de qui on est, plus on le sait, on sait tout. Et tout est là, on est richissime en tout ça, richissime. Il n'y en aura plus de problème d'argent, de manque d'argent, de concurrence. Non, non, c'est fini. Et la question, et je vais finir avec la question délicieuse, et qui construira les routes? Et je la pose avant que tu me la poses parce que sinon je monte dans le rideau. Je pète une coche, comme ils disent.
Savez-vous la réponse? Ceux qui construisent déjà. Et voilà. Elles vont coûter beaucoup moins cher et elles vont être bien mieux faites. Voilà. C'est un monde nouveau, un vrai monde, le vrai monde, la vérité, le vrai monde qui est à notre porte. Allons-y. Je ne peux pas faire autrement que de dire à tout le monde, et puis pour avoir baigné un peu là-dedans depuis quelques années, ça vaut la peine, mais la question se pose même pas. C'est Exact. facile. Mm. C'est difficile au début parce que c'est différent. Mais quelle facilité après ça, ça coule tout seul, tout Quel seul. soulagement aussi, j'imagine, de Comme, reprendre ça doit être un soulagement aussi de reprendre son pouvoir. ça se dit pas. Je n'ai pas de mots pour dire ce que c'est. C'est Mm. extraordinaire. C'est ça la vérité, la vie. Voilà. Ah, ben, Diès, je veux juste vous remercier d'avoir accepté cette entrevue-là. Vous rayonnez, je vous honore dans qui vous êtes, j'honore la voix que vous avez, le courage. Je sais que vous n'aimez pas qu'on parle de courage, mais tout de même le courage d'avoir été ferme dans votre identité parce que vous inspirez plusieurs personnes, mais aussi vous nous prouvez que c'est possible de créer une autre réalité, un autre monde meilleur. Merci beaucoup, Alexandra. C'était une grande joie de passer ces moments avec toi. Merci, bonne journée. Toi de même. Merci.